Chers téléspectateurs, bonjour. Très content de vous retrouver à nouveau pour une émission Point de vue sur notre plateau Voix Med. Alors aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir Mohamed Ag Hamidou, qui est une figure influente de la scène politique malienne et l'un des leaders du panel des démocrates maliens, le PDM. Donc ce que vous avez quitté et vous avez créé un nouveau organisme qui s'appelle MTRM. Vous êtes quand même ancien Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du gouvernement en exil. Vous êtes retiré de vos fonctions pour vous investir pleinement dans votre projet politique, vos nouveaux projets politiques. Et nous allons tenter avec vous, ensemble aujourd'hui, de comprendre les motivations qui vous animent, les défis que vous avez et que vous percevez pour le Mali et les ambitions que vous avez. Alors, Monsieur Hamidou, bonjour, très content, enfin plutôt bonsoir et très content de vous recevoir sur ce plateau de MedTV. Merci Wanis de m'avoir invité Je vous en prie. à votre émission Point de vue sur MedTV. Alors, quand on regarde votre parcours, Monsieur Hamidou, ça me semble quand même assez complexe, parce que vous êtes engagé sur différentes positions politiques au fil de l'actualité au Mali. Je crois comprendre, en tout cas, je crois le comprendre comme ça. Et j'aimerais aujourd'hui explorer un petit peu avec vous ces différentes positions politiques que vous êtes, dans lesquelles vous êtes engagé. Alors, quelles exigences personnelles vous ont conduit justement à rentrer dans cette politique? Vous étiez ancien journaliste, vous étiez sur le terrain, et on vous retrouve complètement engagé dans la position politique. Effectivement, donc il faut d'abord que je rappelle aux téléspectateurs que la situation au Mali, les conditions qui ont été créées par les militaires qui ont fait le coup d'État, qui sont de la même génération que moi, qui ont fait le coup d'État en 2020 et en 2021. Ils ont fait un coup d'État dans un coup d'État. Donc, à un moment donné, l'opinion publique malienne était muselée, que ce soit les journalistes, que ce soit les politiciens, que ce soit tout ce qui émet un avis contraire, divergent, était ciblé, voire persécuté, voire enfermé, voire tué, voire chassé du pays. Donc, à un moment donné, on a vu que il y a beaucoup de choses qui ne passaient pas. Donc, il fallait trouver une alternative pour libérer la parole des Maliens. Et c'est ce qui nous a amené à cette idée de gouvernement malien en exil à travers une plateforme qui s'appelle Panel des démocrates maliens, qui est un mouvement composé des opposants, des organisations de société civile et des leaders des partis politiques. Donc, et aussi des journalistes. Donc vous pensez qu'aujourd'hui, avec du recul évidemment, vous pensez que la construction de ce gouvernement en exil était vraiment une réponse justement à ce coup d'État en 2021. Mais bien sûr, c'était une réponse face à la situation, face à un moment donné. À un moment donné, nous, au Mali, et le 26 mars 2024 était supposé être la date de la remise de pouvoir par les militaires à un régime démocratiquement élu. 26 mars 2024. Parce que c'est la deuxième promesse que la junte malienne avait donnée à la CEDEAO et à l'Union africaine en juillet 2022. Ils allaient organiser les élections sur 18 mois et le 26 mars, c'était la date où c'était supposé les élections étaient terminées. Alors, la junte malienne, elle est, alors pour nos téléspectateurs, elle est arrivée quand, je veux dire, aux commandes de ce pays? La junte malienne, elle est arrivée le 18 août 2020 à la suite d'un putsch contre l'ancien président démocratiquement élu, fait Ibrahim Boubacar Keïta, qui ne vit plus depuis 2022, depuis, je pense, le 8 janvier 2022, il n'est plus parmi nous. Et après, ils ont choisi un homme à la retraite, un ancien officier supérieur à la retraite de l'armée de l'air, qui est proche d'Assimi Goïta, selon nos informations, qui
qu'il a amené, il l'a mis à la tête pour diriger la transition, parce qu'il leur fallait un civil à la tête de la transition. C'était ça le deal avec la communauté internationale, notamment, surtout la CEDEAO. Donc, ils sont partis trouver un militaire à la retraite et ça a été accepté. La CEDEAO a accepté que, certes, c'était un militaire, mais c'est un civil. Donc, il avait accepté ce que les militaires ont proposé et qui a dirigé le Mali à un moment donné. Mais est-ce que la population l'ont accepté? La population l'a accepté parce qu'ils pensent que la transition, normalement, n'est pas supposée durer au-delà de 18 mois. Donc, les militaires, à l'époque, en 2020, ils avaient ramené Bandao, qui est un oncle à Assimi Goïta, qui est un ancien officier supérieur de l'armée de l'air, être le président de la transition. Mais, à un moment donné, Bandao avait avait dissous le gouvernement pour faire un réaménagement ministériel, et il s'avère que des 5 putschistes de 2020 ne figuraient pas sur la liste du gouvernement. C'était le prétexte entre guillemets utilisé par Assimi Goïta. Et il a fait un coup d'État, donc c'est pour cela que ça s'appelle, le président Macron l'appelle un coup d'État dans un coup d'État. D'accord. Donc, et c'est à partir de là que la junte malienne a chaviré complètement et elle a perdu la crédibilité au niveau de la communauté internationale. Mais en juillet 2022, ils avaient donné une deuxième promesse à la communauté internationale, c'est-à-dire d'organiser les élections début 2024, et d'ici mars, le 26 mars 2024, c'était supposé rendre le pouvoir. Alors ça, c'était la promesse qu'ils ont fait voilà, ça, à la communauté internationale. La deuxième promesse. D'accord, à la communauté internationale, voilà, et au peuple malien. Et au peuple malien. Et cette promesse n'a pas été tenue malheureusement. Donc, vu qu'il y avait aussi, ils se sont radicalisés, ils ont amené des mercenaires russes et aussi des mercenaires turcs aussi, pour le dire, Sadat, qui ont les monopoles sur notre armée. Les Russes sur le terrain, et ils vont vers les populations civiles pour les massacrer. C'est des mercenaires. Alors quel est l'objectif de ça? C'est parce qu'ils sont recrutés pour ça. C'est des mercenaires, ils sont recrutés pour ça. Ils ne tuent que des populations. Moi, je connais les gens qui sont tués. Je connais beaucoup de personnes qui ont été tuées. Je connais beaucoup de villages qui ont été rasés. Et les Turcs, c'est eux qui manipulent les drones. Et les drones, ils les manipulent mal, parce que ça tombe aussi sur des villages, des innocents qui sont connus. Vous ne pouvez pas trouver un terroriste dans un village connu. Vous voyez, oui, vous ne pouvez pas trouver un terroriste dans une pharmacie connue. Vous ne pouvez pas trouver un terroriste dans une foire hebdomadaire fréquentée par des populations. Donc, c'est tous ces éléments qui nous ont amenés à nous, comment dirais-je, à nous engager, parce que la liberté d'expression était vraiment bafouée, l'opinion publique était vraiment censurée face à tout ça, et c'est ça qui nous a amené à créer cette idée de gouvernement malien en exil pour démystifier la junte en libérant la voix des populations. Alors, alors, d'accord. Donc, on a la création d'un gouvernement en exil qui sera prioritairement fait en France, c'est ça? Pas seulement en France, dans le monde entier. Dans le monde entier. Parce qu'on a des camarades en Côte d'Ivoire, on a des camarades un peu partout. Il y en a d'autres qui sont au Canada, il y en a d'autres qui sont en Suisse, il y en a d'autres qui sont un peu partout. Ils sont un peu éparpillés un peu partout. Éparpillés un peu partout. Il y en a d'autres qui sont même au Ghana. Donc, vous voyez, c'est pas seulement en France. Et vous, à ce moment-là, donc on parle de 2021-2022, vous étiez Premier ministre?
de ce gouvernement? Non, le gouvernement malien en exil a été créé le 18 et le 25 mai 2024. Après que les militaires On fait le... c'est-à-dire la date est passée, ils n'ont pas respecté leurs promesses. D'accord. Donc à partir de ce moment-là, création d'un gouvernement en exil. Alors, comment réagissent les pays, par exemple comme la France ou le CEDEAO? Est-ce qu'il y a eu un impact? Est-ce qu'il y a eu le Mali n'est pas isolé, je veux dire, il est... C'est-à-dire par rapport au gouvernement ou bien par rapport au Mali? Par rapport au Mali et son gouvernement. Ça gêne. Oui, ça gêne. Bon, les pays du monde, par exemple, je parle d'abord de la CEDEAO, avant d'arriver à l'Europe ou à la France ou aux États-Unis, il faut d'abord parler de ce qui entoure le Mali. Moi, je pense qu'ils ont été, malgré qu'ils ont fait face à des théories conspirationnistes, à des invectives de la part de la gente qui voulait vraiment les secouer, ils ont été à la hauteur, ils ont été pédagogues, ils ont été responsables. L'exemple frappant, c'est le communiqué d'hier de la CEDEAO qui a de la sollicitude envers les populations maliennes, nigériennes, burkinabées, malgré que les putschistes ont, c'est-à-dire carabiné à leur tête, parce que ce n'est qu'à leur tête la sortie de la CEDEAO. La sortie de la CEDEAO n'a pas d'acte fondamental dans aucun de ces trois pays. Quand j'ai dit acte fondamental, la voix par les urnes des populations. Il y a un référendum pour que ça soit une sortie légitime. Alors, durant cette période, c'était une période où la France était active, était quand même un acteur clé au Mali. Quelles ont été vos interactions avec Paris à ce moment-là, à cette époque, au moment du gouvernement en exil? Nous n'avons jamais eu d'interaction avec Paris. Il y a toujours le conspirationnisme, il y a toujours la propagande en face qui nous montre étant des alliés de Paris, même à peur du gouvernement malien en exil et même du gouvernement défait qui est à Bamako. Donc, vu la théorie conspirationniste, vu les invectives où la viande de la France, des Français, semble être douce dans la bouche de ces gens-là. Donc, nous n'avons pas eu, moi je l'ai eu à dire à des journalistes des médias français, quand ils me demandent le gouvernement malien en exil, c'est quoi? Il dit, le gouvernement malien en exil, c'est juste une plateforme d'expression de liberté individuelle et collective pour libérer la parole. Mais je veux dire, à ce moment-là, la France n'a jamais influencé vos décisions politiques en quoi que ce soit. Jamais. La France n'a pas participé ni de près ni de loin. Alors, du gouvernement en exil, vous êtes retiré. Pour quelle raison? Je me suis retiré parce que, pour moi, notre objectif a été atteint. Au moment où on créait le gouvernement malien en exil, c'était un tabou, une peur. Tout le monde a une phobie de se dresser contre la gente malienne. Lorsqu'on contactait des gens, vous voyez, non, ces gens-là, ils ont endoctriné beaucoup de gens, ils vont ceci, cela, les gens avaient peur. Nous, on a eu le courage, malgré que j'ai reçu des messages, des menaces, d'effacer la liste du gouvernement, de dissoudre dans 72 heures, ou bien on sera abattus tous. Parce que j'avais mon numéro de téléphone malien à l'époque. Et ce qui me fait mal, c'est que je n'aime pas drainer les complexes ethniques. Mais
parmi tous ceux qui ont créé, nous étions au moins 9 personnes, c'est-à-dire dans le gouvernement malien en exil, y compris le secrétaire général et d'autres. Mais à ce moment-là, et d'autres, comment dirais-je, et d'autres secrétaires d'État, parce que nous avons fait une forme parlementaire, parce que nous supposons qu'il faut donner au peuple sa souveraineté en utilisant la forme parlementaire et la forme sénatoriale, les deux, pour faire un gouvernement et supprimer la présidence. C'est-à-dire, ça c'est l'espoir qu'on veut pour que le Mali soit vraiment un État périn, souverain, avec une gouvernance inviolable. Vous voyez? Donc nous, on a donné notre avis à travers l'expression du gouvernement malien en exil. C'était pas pour succéder de façon coercitive à la junte, les États-Unis ou bien la France ou bien la CEDEAO, l'Union africaine, venez prenez les gouvernements maliens en exil et les mettre à la place. Non, nous sommes en train de montrer c'est à quoi aspirent les Maliens. Donc en fait, c'était pour drainer les opinions intellectuelles et politiques. Voilà. Et malheureusement, j'ai oublié, je suis pas allé jusqu'au fond de mon argument. Et je ne vais pas drainer le complexe ethnique. J'ai été ciblé. Mon numéro de téléphone a été retiré. Mon WhatsApp, j'ai vu des manœuvrages. On m'a retiré mon... Alors qu'il y a d'autres qui ont des numéros de téléphone maliens à qui on n'a pas retiré. Alors, vous parlez là de quand vous étiez au Mali? Non. D'ici? Ici. Quand on retire votre numéro WhatsApp, ça veut dire c'est... Numéro malien. Ah, le numéro malien, c'est-à-dire qu'en fait, la junte qui était à ce moment-là et leurs ramifications ont procédé à ce... Oui. J'étais le seul qui a été... Alors que d'autres, même aujourd'hui, même des grands opposants, ils ont leur numéro de téléphone malien sur WhatsApp. Pourquoi c'est les miens? Alors pourquoi? Alors qu'ils ne sont pas plus maliens que moi. La junte n'est pas plus malienne. Ils ne sont pas plus maliens que moi. Je me reconnais, je me défends le pays, je défends le Mali, à ce que je sache. Je ne défends pas un autre État. Voyez. Et mes parents font partie de ceux qui ont créé ce Mali. Parce que le leader de la tribu Kalam Sarfé, Mohamed El Gattaya, paix à son âme, et c'est lui qui a combattu les projets de l'OCRS, qui était le député du Soudan français. Il a combattu les projets de l'OCRS pour aller avec Modibo Keïta et créer le Mali. D'accord. Vous voyez. Donc, il faut qu'on abandonne ça pour qu'on puisse vivre comme comment on appelle, comme des êtres humains. Et non comme il y a la fameuse phrase de, je sais pas, Malcolm X ou bien l'autre, le prêtre américain là, qui dit soit on accepte de vivre comme des êtres humains ou bien nous allons tous mourir comme des idiots. Donc j'aimerais mettre un accent sur ça parce que c'est très important. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai créé le MTRM, Mouvement pour la Transformation. Alors, justement, monsieur Amédou, avant d'arriver au MTRM, moi je voulais quand même vous poser une question, parce que ce gouvernement en exil, il n'a pas fait que des heureux. Il y a des gens qui étaient contre. Vous l'avez même vous-même soulevé. Est-ce qu'à un moment ou un autre, vous avez senti que vous perdiez un petit peu justement le soutien des Maliens? Nous n'avons jamais perdu le soutien des Maliens. Les Maliens sont résignés, étaient dans une situation où ils étaient résignés face à la dictature. Ils attendaient à ce que la diaspora se soulève, la CEDEAO prend ses responsabilités et en mettant la pression sur la junte pour qu'elle rende le pouvoir. Sinon, les Maliens ne sont pas contre. Les échos qu'on a sont vraiment différents de ce qu'on dit. Les gens, au contraire, les gens, ça les a libérés. Vous avez vu le 11 janvier, si vous étiez à la place de la République, nos opposants disaient qu'on n'allait même pas mobiliser 2 personnes, mais nous avons répondu, certains de nos leaders ont dit,
Nous, notre objectif, c'est de mobiliser au moins 5 personnes, mais nous avons mobilisé des dizaines de personnes, voire même des centaines à la place de la République, qui les a poussés et à payer des gens 20 euros dans des foyers ici en France, ce qui est étonnant. Mobiliser des gens avec 20 euros et les, faire sortir le 18 janvier à la place de la Nation, vous voyez, à Paris. Donc, c'est-à-dire, en tout cas, quand même, on a quand même imposé les tons. Alors, ce gouvernement en exil, il existe toujours? Le gouvernement malien en exil, je l'ai dissous depuis le 9 novembre 2024. Et à ce moment-là, vous aviez créé le panel... Le panel qui a créé le gouvernement malien en exil. Seulement, j'ai modifié en créant le panel des démocrates maliens pour la justice au Sahel, PM-JDS. Et ça a une, c'est-à-dire, ça a une dimension sahélienne. Alors, c'est quoi l'objectif de ce... L'objectif de ces panels de démocrates, c'était de faire la promotion de la démocratie, de la liberté d'expression, et aussi de mettre un accent sur les crimes de guerre, que ce soit au Mali, que ce soit au Niger, que ce soit au Burkina Faso, pour que ça se sache, pour que les gens acceptent ça de part et d'autre, toutes les tendances confondues, pour qu'on puisse vraiment dépasser ces comportements à caractère animal, pour qu'on puisse vraiment avancer et se faire respecter dans ce monde. Alors, je disais que c'est très complexe, votre parcours politique semble très complexe, puisqu'aujourd'hui, vous avez créé ce qu'on appelle le MTRM. Alors, qu'est-ce que c'est à nouveau le MTRM? Le MTRM, ça a une dimension malienne. D'accord. C'est-à-dire, avant d'aller balayer chez les autres, il faut d'abord balayer. Mais je veux dire, vous avez, toutes les organisations politiques que vous avez créées sont objectif le Mali, pas... Oui, mais quand le panel des démocrates maliens pour la justice et le développement au Sahel, ça a une dimension sahélienne, pas seulement que le Mali. Donc le MTRM, c'est un mouvement qui concerne le Mali, parce que nous avons sérieusement des problèmes au Mali. Il faut qu'on transforme certaines choses, parce qu'il nous faut de la transformation. Le Mali, il y a au moins 34 communautés, chacune a sa langue. Les gens ne se connaissent même pas. Est-ce que ça a un caractère politique? C'est un mouvement politique qui va être une vitrine, qui va conscientiser les gens, qui va apporter un narratif pour qu'on aille vers la transformation. Les choses soient... Nos aînés qui n'ont pas pu transformer certaines choses, qui sont restés de façon résiduelle et qui ont ressurgi pour nous mettre dans une situation difficile. Et c'est dans ce contexte-là que mes amis et moi, maliens, nous avons créé le mouvement malien pour la transformation et la réconciliation du Mali. Il ne peut pas y avoir la réconciliation tant que certaines choses n'ont pas été transformées pour qu'elles puissent être dépassées et que les gens s'acceptent sérieusement en dépassant certaines choses. Et pour dépasser certaines, il faut les digérer, les comprendre, les digérer et les mettre à... Donc c'est vraiment, là on est vraiment sur un projet inclusif. Voilà, on est sur un projet inclusif qui est ouvert à tout le monde et il faut dialoguer. Alors quand vous dites tout le monde, ça veut dire toutes les obédiences politiques, toutes les culturelles ou... Toutes les obédiences politiques et culturelles, c'est un mouvement qui vient d'être créé. Et ça concerne tout le monde et il va toucher toutes les thématiques concernant la transformation et la réconciliation. C'est
c'est une mission, comment dirais-je, de longue haleine. Donc, c'est une mission qui va prendre des années, des années, des années. Alors, est-ce que c'est, bon, vous allez drainer un certain type de population, mais dans quel but? Est-ce que c'est pour arriver, in fine, à un consensus politique et contrecarrer les plans de la gêne, par exemple, ou est-ce que c'est simplement pour vraiment, d'un point de vue social, rassembler les gens et dire voilà, on est là, on existe, ou est-ce que ça a vraiment un caractère politique futur? C'est une vision qu'on veut donner. Peut-être c'est pas nous qui vont l'amener au bon terme, mais on est en train de dégager cette piste, cette voie, parce que on a traversé beaucoup de choses. Si il n'y a pas de compromis, vous savez, la politique, c'est l'art perpétuel de compromis. Quel qu'en soit Alpha, il y aura toujours le compromis. Le compromis avec qui? Le compromis pour gérer un État, il y aura toujours un compromis. Aujourd'hui, vous parlez de la junte. Pour moi, la junte n'est pas le Mali. Et pour moi, la junte a montré ses limites. Pour la junte, c'est fini. C'est les Maliens qui vont s'en charger. Surtout qu'aujourd'hui, la CEDEAO, qui est un espoir pour les Maliens, a pu accepter que le Mali sorte de la CEDEAO alors que les populations attendent. Aujourd'hui, les populations savent que c'est elles qui vont se libérer, c'est pas la CEDEAO, c'est pas la France, c'est pas le Canada, c'est pas les États-Unis, c'est pas l'Algérie qui vont libérer le Mali. Parce que le Mali, il faut reconnaître, le Mali c'est 27 ans de démocratie. Parmi ces 3 pays de l'AES, le Mali est le premier. Et figure parmi les premiers pays, même de l'Afrique. Parce que ce sont des Maliens qui se sont libérés, qui ont libéré, qui ont amené la démocratie en mars 1991. Alors comment elle a réagi à ce moment-là, la CEDEAO, lorsque le Mali est sorti de la CEDEAO? Bon, la Quelle CEDEAO... a été sa réaction? Est-ce que on sait très bien que c'était les commandés, que c'était les guidés, mais quelle était sa réaction? C'était les guidés par qui? La question que je vous pose. Moi, je ne sais pas qui te les guide. Je ne suis pas dans les secrets. Mais vous pouvez quand même imaginer, vous êtes quand même un acteur politique. Je n'ai jamais politique. été un fonctionnaire de la CEDEAO pour comprendre comment ça fonctionne. Mais à mon avis, vu les différents médiateurs de la CEDEAO qui sont venus au Mali, l'ancien président du Ghana, Goodluck Jonathan, il était souple. Il est venu sur, je pense, 2 années, il ne fait que venir au Mali. Depuis l'époque du fait président Ibrahim Boubacar Keïta, et nous avons vu aussi l'ancien président, celui qui vient de quitter le pouvoir au Ghana, Addo Akufo, Nana Addo Akufo, il était venu aussi sensibiliser. La CEDEAO a des dirigeants qui ne veulent pas presser la graine, contrairement à ce que les militaires pensent. Parce que les militaires, ils sont frilés parce qu'ils savent que la direction qu'ils mènent, ce n'est qu'eux seulement qui la mènent. Quand vous avez au Mali Assimi Goïta qui organise en avril-mai 2024, les dialogues intermaliens, un dialogue intermalien sur la paix. Le dialogue doit concerner les ennemis de la paix au Mali et non les gens qui soutiennent Assimi Goïta, qui sont acquis à la mascarade de la gêne, qui sont concernés par le dialogue intermalien. Et à la sortie des conclusions, les points qui ont été énoncés, c'était de laisser la transition jusqu'à 5 ans, de laisser les militaires jusqu'à 5 ans, d'élever ces militaires au grade de généraux et de souhaiter après ces 5 ans à ce que Assimi Goïta soit
soit un candidat pour sa propre succession. Vous voyez? D'accord. C'est purement quelque chose qui n'intéresse que... Et c'est pour cela que certains médias ont dit, après que ces conclusions ont été énoncées, que c'est les masques des militaires sont tombés. C'est en ce moment que le peuple malien a réellement compris que les militaires sont là pour eux et ils sont là pour s'octroyer des mérites et garder le pouvoir, oppresser la population. Alors, c'est à partir de là qu'il y a eu une recrudescence justement des assassinats, en tout cas de la présence plus visible de la Russie. Et notamment, est-ce qu'il n'y a pas la Chine aussi qui veut prendre position? Oui, les Chinois, ils sont là. Les Russes, ils sont venus depuis les mercenaires russes. Ils sont venus au Mali depuis septembre 2021. Mais ils ont commencé à massacrer les populations maliennes en mars 2022. Ils ont commencé par des populations maliennes dans la région de Nara et des populations mauritaniennes en mars 2022 à la frontière mauritanienne du côté de la région de Nara. Mais ils ont massacré, ils massacrent toujours même maintenant, ils massacrent des gens dans les centres, les Peuls, et ils massacrent les autres nomades, Touaregs, Arabes. Ils vont dans des villages qui sont connus, dont certains même des leaders de ces villages soutiennent Assimi Goïta à Bamako. Vous voyez? Ouais. Donc c'est vraiment aberrant et c'est inacceptable. Inacceptable pour nous, inacceptable pour nos communautés qui souffrent et inacceptable pour notre jeunesse, inacceptable pour l'avenir. On ne pourra pas demain se regarder et dire qu'on peut construire un pays si on laisse les choses comme ça. Si on laisse les choses comme ça, sans qu'elles soient, c'est-à-dire dénoncées, on ne pourra pas faire un pays périn. Alors, est-ce que, Monsieur Ahmedou, est-ce qu'il existe d'autres, je suppose, que ce soit extérieur ou intérieur, est-ce qu'il existe d'autres partis, d'autres forces d'opposition au Mali qui sont percutantes, hein, je parle dans ce sens? Bien sûr, il existe plusieurs forces maliennes qui sont percutantes. Les Maliens ne baissent pas les bras. Le Malien est un diesel. C'est comme un moteur diesel. Il est lent, mais quand il va se réveiller, il y a des Maliens. Je peux vous citer un homme d'État, un ancien premier ministre qui est leader d'un parti politique, qui était un ancien député aussi au Mali, Moussa Mara, qui tient tête à la junte, étant à Bamako. Et que la junte, il y a un ancien militaire, un ancien général, qui menace même Moussa Mara, qui fait des sorties pour recadrer la junte, pour donner des conseils à la junte, pour essayer de donner à ses jeunes frères qui dirigent le Mali, les directives pour qu'il y ait une sortie de cette situation de façon pacifique. Il y a un général qui est membre de l'organe législatif de la junte, le Conseil national de la transition, qui sont des élus pour les salaires et non des élus par le peuple malien. Des élus pour des salaires, pour soutenir, pour faire du populisme et applaudir. Qui est sorti pour dire à Moussa Mara, un homme d'État, un expert comptable qui a l'une des plus grandes entreprises au Mali, en Afrique de l'Ouest, en comptabilité, pour lui dire, j'interpelle Moussa Mara à changer son disque. Sinon, ils vont les traiter comme ils veulent traiter le président ivoirien Alassane Ouattara et le président béninois Patrice Talon. Vous voyez à quel degré? Alors, à quel degré ces gens-là utilisent l'animosité jusqu'à ce qu'ils ne les cachent pas. Alors que ces messieurs,
Il s'appelle le général Minkoro Kane. C'est sa génération qui a mis, à cause d'elle, les Assimila, ils sont venus au pouvoir. Et ce sont des enfants qu'ils ont poussés, qui n'ont même pas le niveau du CMD. Ils n'ont même pas réussi. Ils les ont poussés jusqu'à venir au pouvoir. Et ils sont à l'image de leurs parents qui sont une élite qui a échoué et qui a fait agenouiller aujourd'hui le pays. Alors, Monsieur Hamidou, est-ce que vous pensez que, avec ces forces d'opposition existantes, intérieures et extérieures, est-ce que le Mali peut arriver à une sortie de crise transitoire et démocratique? Mais bien sûr, le Mali peut arriver à une sortie de crise, mais de la manière dont on voit les choses, ça ne peut que venir des Maliens. Et les Maliens, les jours où ils vont se lever, on ne sait pas. Demain, après-demain, dans quelques mois, l'année prochaine, on ne sait pas. Mais ce qui est sûr, c'est que le Malien, s'il se réveille, il est inarrêtable. Mais alors, concrètement, est-ce qu'on a des avancées, ou est-ce que le Malien, comme vous dites, n'est pas encore réveillé et n'est pas pour l'instant pas dans cette ambition politique? Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'on a quelque chose de concret? Est-ce qu'on a des aboutissements, des facteurs qui nous montrent que dans plus ou moins long terme, on aura une sortie de crise? Bon, il y a quelques mois, l'actuel Premier ministre, qui est un général de division de la gendarmerie, qui est militaire, il avait laissé entendre que le putschiste Assimi Goïta lui avait instruit de convoquer le collège électoral en janvier 2025, et ça n'a pas été fait. Et il y a une semaine de cela, les partis politiques, les leaders des partis politiques qui sont à Bamako se sont réunis. Il y en a même d'autres qui ont fait des sorties en disant que voilà, ils n'ont pas l'intention d'organiser les élections. Nous allons vous dire la vérité. Ils ne vont pas organiser les élections. Ils ont dit à la presse de les laisser tranquilles. Franchement, qui vient, et la Russie qui vient pour dire que, comme ils voyaient qu'on parlait français, un français fluide, ils pensaient que nous sommes des Français. Il a dit, mais pourquoi l'Union européenne a fermé les chaînes russes en France? Pourquoi l'Union européenne a fermé les chaînes de télévision russes en France? Donc, moi, je ne suis pas dans les secrets des États. Moi, je sais quand même une chose, que le droit qu'un arbre mort a en France, un politicien qui émet un avis contraire à Bamako n'a pas ça. Vous voyez, je m'en tiens à ça. D'accord. Donc ça veut dire que, alors je vais peut-être pousser un peu, hein, mais est-ce que la France a des intérêts avec le Mali? On le sait depuis. Même le Mali a des intérêts. Alors, on parle d'un point de vue historique, hein. La France a toujours eu cette envie d'avoir et d'être omniprésente en tout cas au Mali. Est-ce que c'est pas l'occasion justement pour elle de participer justement à cette régénération des forces opposantes et revenir sur le terrain? Écoutez, le Mali n'a que 64 ans d'existence. 64 ans ne sont rien dans la vie d'une nation. Et c'est cette même France qui a créé le Mali. Il faut que les gens écoutent bien. C'est des communautés qui géraient leur localité avant que le Mali ne soit... Le Mali, c'est Mali là. Certes, on parle de l'épopée de Soundiata Keïta, de tout ça là. Certains Maliens eux-mêmes disent que c'est une épopée. J'ai vu, il y en a des vidéos qui circulent. Mais avant 1960, c'était des communautés qui étaient sur leur espace géographique historique. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, puisque nous sommes dans la transformation, nous ne voulons plus, c'est-à-dire vivre
continuer à vivre de l'histoire et des histoires. Il faut qu'on soit vraiment responsable et qu'on essaye d'avancer, qu'on évolue. On ne peut pas être dans la corruption chez nous. Un policier à qui le ministère de l'Intérieur a remis des tickets de contravention de 2 € si on brille un fait, et ces policiers, au lieu de donner la contravention aux citoyens qui brillent le fait, ils ne lui donnent pas ces tickets de contravention pour qu'il les paye. Il les fait payer 15 €, 20 €. Et ces 15 €, 20 € ne vont pas dans les caisses de l'État. Moi, je pense qu'il n'y a pas plus destructif pour un État que ces forces de sécurité continuent avec de tels actes. Ou quand vous avez dans les villes urbaines au Mali, il y a l'espace réservé aux voitures, l'espace réservé sur les voies publiques, réservé aux motos. Tu vois toujours les motards et les cyclistes venir dans l'espace réservé aux voitures alors qu'il y a son itinéraire réservé à lui. Donc, c'est pour te dire qu'il faut qu'on change d'abord, nous aussi, il faut qu'on change nos comportements. Nous avons la même manière que la France a des intérêts, ou les États-Unis ou la Chine, c'est de cette même manière que nous aussi nous avons des intérêts parce que nous n'avons pas de débouchés sur la mer et nous sommes des pays enclavés très sous-développés et aussi à plus de 70% d'analphabétisme. Il y a plus de 1000 écoles ou bien voire même des milliers d'écoles qui sont fermées depuis 2012 au Mali, et ça laisse des adolescents et des jeunes désœuvrés circuler dans toute cette bande sahélo-saharienne. Donc, le Mali, c'est le Mali. L'Algérie, c'est l'Algérie. Le Sénégal, c'est le Sénégal. La Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire. La France, c'est la France. Les États-Unis, ce sont les États-Unis. Vous voyez, il faut qu'on mette balle à terre, qu'on travaille la politique pour qu'on se retrouve. Alors, j'entends ce que vous dites, hein, monsieur Amadou. Aujourd'hui, alors on arrive à la fin de cette émission et je voudrais un petit peu revenir sur la CEDEAO, puisque c'est aujourd'hui, comment la CEDEAO voit le Mali? La CEDEAO voit le Mali comme un pays qui est en difficulté, qu'il ne faut pas presser comme une graine. Et le communiqué de la CEDEAO en dit long, que la CEDEAO reste disposée à accompagner le Mali. Donc elle envisage toujours de maintenir ses relations politiques avec le Mali? Mais bien sûr, parce que la CEDEAO, c'est une CEDEAO de population. Et dans les protocoles additifs de la CEDEAO, dans les années 90, la CEDEAO, aucun pays membre de la CEDEAO ne doit pas être dirigé par un militaire. Et dans l'article 187 de la Constitution d'Assimi Goïta, de juillet 2023, il est écrit qu'un coup d'État est imprescriptible et que les militaires, dans sa charte, l'article 9 de sa charte, il ne doit pas se présenter aux élections, et lui et son adjoint, et qu'il devrait céder le pouvoir à un régime civil. Donc vous voyez là où il y a c'est-à-dire le paradoxe. Alors, si vous aviez un mot de la fin à transmettre justement au peuple malien aujourd'hui, ça serait lequel? Le mot de la fin que j'ai à transmettre au peuple malien, c'est que
beaucoup sont endoctrinés. Il faut qu'ils ouvrent les yeux. Nous avons besoin de travailler, d'apporter le développement local à nos localités. Nous avons besoin de travailler l'agriculture, l'élevage. Amadou Toumani Touré a dit qu'il y a 65 millions de terres arables au Mali. Et ce n'est pas l'or, ni les diamants, ni le lithium qui va faire le Mali de demain. Ce sont ces 65 millions de terres arables et son élevage. Et il faut qu'on pense à ça et qu'on essaye d'aller à l'école. On en a besoin, vu la situation. Alors, Monsieur Mohamed Agamedou, merci pour nous avoir éclairé et donné votre point de vue sur la situation au Mali et sur l'avenir du Mali. Chers téléspectateurs, je vous remercie de nous avoir écoutés sur ce plateau. J'espère vous retrouver bientôt pour une nouvelle émission. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée. Merci. Merci.